Je vous remercie, M. Fulani, M. Cahin spécialement, d'avoir me permis de m'adresser à d'aussi éminents spécialistes de Kojève en ma qualité de psychanalyste. Car, après tout, que fait un psychanalyste parmi vous? S'il y a une chose qui n'a pas intéressé Kojève, c'est l'expérience psychanalytique. Ces essais de s'intéresser à l'inconscient freudien, un peu animé par Lacan, ont très vite tourné court. Il faut bien dire que le psychanalyste est l'envers du sage. Même à l'issue de l'expérience psychanalytique, il reste divisé comme sujet, jamais content de soi, encombré de sa jouissance et toujours ignorant de ce qu'il dit. Simplement, l'expérience psychanalytique l'en a averti. Pour autant, il n'en sort pas unifié. La seule chose qui m'autorise à être parmi vous, c'est qu'un psychanalyste, lui, a beaucoup parlé de Kojève, qui est Jacques Lacan. Jacques Lacan qui a suivi les cours, en effet, les fameux cours d'École des hautes études, alors qu'ils avaient le même âge, et il l'a reconnu comme un maître. Et il en a suivi à la fois les enseignements, et ensuite a réussi à faire du désir de reconnaissance mis au point par Kojève un instrument psychanalytique comme tel, qui lui a permis de relire Freud en y plongeant ce concept qui n'y était pas et en réordonnant par là un certain nombre d'ambiguïtés dans l'œuvre de Freud. Il en a aussi protégé ainsi, il a protégé cette œuvre, disons, des sortilèges sartriens. De cette façon dont la psychanalyse a pu être teintée de l'expérience existentialiste, Lacan en était, si je puis dire, mithridatisé par l'enseignement de Kojève. Il a su ensuite préparer par l'utilisation de ce désir de reconnaissance, qui a été plus tard sa tentative de logification de l'œuvre de Freud, ce qu'il a appelé le retour à Freud, dans un terme, disons, d'une ironie presque kojèvienne. Au fond, cette ironie aussi, il a reconnu chez Kojève, de dire de Kojève « mon seul maître ». C'est évidemment d'une grande ironie, sachant le destin et du maître et de la solitude dans l'œuvre de Kojève. Qu'est-ce qu'est d'être le seul? Je suis donc très intéressé de suivre ces développements, les développements qui vont avoir lieu ces 2 jours, puisqu'en effet, vous avez réussi, ce Cahin, à rassembler, au fond, tous ceux qui, dans les 15 dernières années, nous ont permis de suivre le développement de l'œuvre de Kojève, grâce au manuscrit de Mme Kuznetsov et un travail d'édition remarquable, nous ont permis de suivre des facettes qui étaient encore ignorées et nous faire comprendre qu'il y a des termes de Kojève qui ont résonné dans l'œuvre de Lacan jusqu'au bout, jusqu'au dernier enseignement de Lacan. Il est certain que l'athéisme, la définition de l'athée, du philosophe, du fou, n'aurait pas été possible dans Lacan sans les échos de l'œuvre de Kojève, qu'il a à la fois accueilli et transformé pour en faire un instrument vivant. Donc, nous sommes prêts maintenant à intervenir. Donc, à la toute fin de son introduction à la lecture de Hegel, Kojève met en valeur la contradiction fondamentale où le conduit son texte. Le surgissement du savoir absolu entraîne la fin de l'homme. Alors, comment alors vivre pour l'homme
après la fin de l'histoire. Je cite Kojève. La disparition de l'homme à la fin de l'histoire n'est pas une catastrophe biologique. L'homme reste en vie en tant qu'animal, qui est en accord avec la nature ou l'être donné. Ce qui disparaît, c'est l'homme proprement dit, c'est-à-dire l'action négatrice du donné. Ce qui veut dire la disparition des guerres et des révolutions sanglantes. Mais encore la disparition de la philosophie. Mais tout le reste peut se maintenir indéfiniment. L'art, l'amour, le jeu, bref, tout ce qui rend l'homme heureux. Qu'est-ce donc que ce bonheur post-historique? Comment se sépare-t-il du dernier des hommes selon Nietzsche? C'est la question ouverte par la présentation stupéfiante des héros des Raymond de Queneau dans le célèbre article critique publié par Kojève en 1952. Le soldat Bru des Dimanches de la vie n'est-il pas un sage? Citation. Ne vit-il pas en pleine métaphysique, puisqu'il ne pense généralement à rien? Ou, s'il pense à quelque chose, cette chose n'est autre que la bataille d'Iéna, et consacre ses vastes loisirs à l'identification du néant de sa certitude subjective. Lacan, peu de temps après la publication de cet article, a repris cette analyse et renchéri, dans son séminaire sur le désir, bien sûr, sur le personnage du dimanche de la vie. Je cite Lacan. L'avènement du feignant et du vaurien, montrant dans une paresse absolue le savoir propre à satisfaire l'animal, le repos d'une sorte de 7e jour colossal en ce dimanche de la vie où l'animal humain pourra s'enfoncer le museau dans l'herbe, la grande machine étant désormais réglée au dernier carat de ce néant matérialisé qu'est la conception du savoir. Lacan et Kojève partagent cette idée que ce qui est crucial, en effet, c'est la civilisation dans laquelle nous vivons en tant qu'elle est déterminée par son rapport au savoir. Pour Kojève, c'est le savoir absolu. Pour Lacan, dit-il, c'est la civilisation de la science. Mais pour Kojève, la civilisation du savoir absolu peut engendrer comme figure post-historique, nous l'avons vu dans des auteurs, le sage qui, lui, je cite, peut avoir une parfaite satisfaction accompagnée d'une plénitude de la conscience de soi, dans la mesure où il intègre le savoir en son incarnation. Alors cette absence de toute division, que ce soit dans le sujet, le savoir, la satisfaction, est évidemment à l'envers de la position du sujet de la civilisation de la science que détermine Lacan. Mais il est certain que si Lacan a fait de l'analyste une figure des discours qui peuvent se tenir en ce monde, c'est en s'inspirant du sage de Kojève. Simplement, il l'a pris à l'envers. Dès le début de son œuvre, Lacan introduit dans la psychanalyse donc la fonction du désir qu'avait isolé Kojève sous la forme du désir de faire reconnaître son désir. Comme mon ami Jacques-Alain Miller le note, Lacan peut définir la fin de l'analyse comme l'universalisation par l'homme de sa particularité. Cette universalisation comporte qu'il reconnaisse que ce qui, dans sa particularité, est mensonge. Et le nom freudien de la particularité, c'est le narcissisme. Donc, lisant Freud avec Hegel, Lacan conçoit la fin de l'analyse comme traversée du narcissisme et de réconciliation avec l'ordre du monde, sans renoncer à la particularité, mais en la transformant, en la modelant. Fin de citation. Cette transformation, ce modelage, c'est ce que Kojève a appelé le dandisme,
comme seule forme de vie possible après la réalisation de l'égalité formelle des sujets fondant l'État post-révolutionnaire. Kojève introduit ce thème du dandysme dans sa critique des romans de Françoise Sagan en 1956, présenté comme figure du dandysme démocratique. Et il le développe surtout dans la note finale à la seconde édition de l'introduction, et enfin dans l'entretien avec Gilles Lapouge, réalisé peu de temps avant sa mort, en 1968, dans lequel il lui dit « 3 hommes ont compris cette fin de l'histoire, Hegel, Sade et Brummel. Brummel a su qu'après Napoléon, on ne pouvait plus être soldat. Le snobisme est la négativité gratuite. Si l'histoire ne parle plus, alors on fabrique soi-même sa négativité. Ça va loin, le snobisme, on meurt par snobisme. » Et d'ailleurs, c'est par ce biais-là de la mort et du rapport à la mort que Kojève a étendu cette possibilité du snobisme à toute la société japonaise dans sa note de 62. Il a reconnu dans la seule civilisation japonaise une voie opposée à l'animalité de la voie américaine. Citation. Sans doute n'y a-t-il plus au Japon de religion, de morale, ni de politique au sens européen ou historique de ces mots, mais le snobisme à l'état pur y créa des disciplines négatrices du donné naturel ou animal. Tous les Japonais ont accès au suicide gratuit et tous les Japonais, sans exception, sont actuellement en état de vivre en fonction de valeurs totalement formalisées, c'est-à-dire vidées de tout contenu humain ou historique. On sait comment Roland Barthes donnera sa propre traduction de sa rencontre avec le vide japonais, ce que nous pouvons appeler avec la chose japonaise dans l'Empire des signes, toute autre version. Mais avant cette rencontre avec le snobisme japonais, il me semble que l'intérêt du texte de 1945 de Kojève sur l'Empire latin, au-delà de ses implications qui seront examinées sur l'effectivité de la politique française et toutes ses velléités de faire exister la Méditerranée comme telle, son texte conserve l'idée que l'universalisation des modes de vie ne se produisait pas sans reste. En somme, qu'il resterait un mode de vie différencié, résistant aux procédures de l'État universel homogène. Entre l'État universel effectif lointain et la fin des nations, Kojève soutient donc que l'époque est aux empires, et ce qu'il appelle ainsi sont des unités politiques transnationales, mais formées par des nations apparentées. Et cette parenté, je cite, est avant tout une parenté de langage, de civilisation, de mentalité générale. Cette parenté, y ajoute-t-il, spirituelle se traduit entre autres par l'identité de la religion. Mais ne peut-on pas souligner qu'il s'agit moins de mentalité ou de spiritualité que d'une façon de vivre, d'être heureux d'une certaine façon, puisqu'il dit lui-même cette mentalité est caractérisée dans ce qu'elle a de spécifique par cet art des loisirs qui est la source de l'art en général, par l'aptitude à créer cette douceur de vivre qui n'a rien à voir avec le confort matériel, ce dolce far niente même, qui ne dégénère en simple paresse, c'est le dimanche de la vie, que s'il ne vient pas à la suite d'un travail productif et permet de transformer en douceur aristocratique de vivre le simple bien-être bourgeois. Donc, au mode de vie latin, qui permet de mélanger aristocratie et bourgeoisie, il oppose celui de l'empire slavo-soviétique et le mode anglo-saxon, puisqu'il dit, auquel dit-il, pense que très vite va s'adjoindre l'Allemagne, puisque, dit-il, l'inspiration protestante de l'État prusso-allemand le rapproche des États anglo-saxons modernes, nés aussi de la Réforme. Au fond, on peut parler là aussi, avant la remarque sur le Japon, de la façon dont Kojève décrit divers snobismes qui permettent de vivre à l'époque post-historique. Au fond, les lecteurs américains de Kojève, via Léo-Strauss, ont formé 2 écoles opposées, celle d'Alan Bloom Fukuyama et celle de Huntington. Je passe sous votre contrôle. À la fin de l'histoire du premier répondait le choc des civilisations du second, puisque aucun empire ne pourrait résoudre. Et donc,
il en concluait, les États-nations resteront les acteurs, le choc des civilisations domineront la politique à l'échelle planétaire. Au fond, ce que peut apporter la psychanalyse à ce débat est de mettre en doute la consistance du terme de civilisation avec Kojève. Disons avec lui qu'il y a plutôt des snobismes divers, des façons de vivre la pulsion avec dandysme. Le snobisme kojévien est un des noms de la possibilité de vivre avec le malaise dans les civilisations. Dans cette perspective, le futur est moins celui d'un choc que d'une rencontre entre les différents snobismes qui dépassent l'opposition entre le multiculti et le repli identitaire. La question, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire M. Kervégan. La Chine paraît l'incarnation historique de la figure, une figure rêvée par Kojève, mais il manque non seulement le sage, mais le droit. D'où la question est-ce que, étant donné ce qu'il notait de la philosophie du droit, est-ce qu'il serait satisfait de cet accomplissement, de cette réalisation de la forme historique? Par ailleurs, effectivement, cette question de la fin de l'histoire, qui donne un rôle éminent à la Révolution française, font comme seule révolution, rendait, il faut bien dire, d'une ironie extraordinaire, une lecture de l'histoire où et la révolution bolchevique et la révolution chinoise n'avaient plus aucune importance. En tant que telle, elles n'existaient pas. Et dans votre opposition entre contingence et nécessité, c'est aussi remarquable, effectivement, ce sont des formes contingentes de réalisation, mais dont, au fond, aucun savoir, à proprement parler, ne peut être recueilli. Il n'y avait rien à apprendre de la religion bolchevique, rien à apprendre de la révolution chinoise, ce qui est... Révolution. Voilà. Vous aviez dit religion bolchevique. C'est intéressant. Ça se comprend puisque ça fait le troisième point. Merci de cette note analytique. Et en effet, il faut bien dire, par exemple, Jean-Claude Milner, dans son récent ouvrage Relire la Révolution, a réussi quelque chose du même ordre. Il a réussi à montrer qu'au fond, et la révolution bolchevique et la révolution chinoise ne peuvent pas être mises en série avec la révolution française. Que la révolution française a quelque chose d'unique, puisque c'est la première expérience où personne ne savait ce qu'elle était le devenir de la révolution, tandis que Lénine, lui, est le sujet supposé savoir la révolution, l'incarne, il a le savoir, et de même que Mao l'incarnera, etc. La seule révolution sans le savoir, c'est la Révolution française. Et il rejoint par là, disons, la lecture tout autrement, la lecture kojévienne. Enfin, il me semble que, effectivement, cette fin de l'histoire sans le sage pose la question la très profonde. Est-ce que le sage, selon Kojève, en effet, que la véritable formule du sage, vous le citiez dans une des trois formules possibles, le sage c'est Dieu, et qu'il y a une position mystique, vous-même dans votre travaux, M. Greuys, vous l'avez souligné, la position mystique de Kojève qui, au fond, se met dans une position divine pour contempler la contingence des moyens par lesquels l'histoire va rejoindre l'objectif qui lui a atteint. Il me semble, au fond, si... il faut éteindre que du souche. Pour prendre l'autre version de la vie à la fin de l'histoire, dans laquelle la seule possibilité de survie est un snobisme, fond, l'idée de Lacan, c'est que la psychanalyse est le snobisme de la civilisation du savoir absolu. C'est le snobisme de la civilisation de la science. Comme il dit, c'est une respiration qui permet de supporter la science. La question, ce serait effectivement si la forme chinoise a représenté une incarnation nouvelle à la fin de l'histoire, c'est quel est le snobisme chinois? On peut voir le snobisme japonais, bien, mais quel est le snobisme chinois? Une des conditions de la politique contemporaine sur laquelle on met l'accent sur la montée des populismes
il y a dans les populismes et la référence au chef, au leader qu'il implique, quelque chose d'une transformation du mouvement de masse en mouvement dandy. Il y a quelque chose, sur notre actuel président de la République, les journalistes ont beaucoup glosé sur le caractère bonapartiste. On pourrait dire, on faudrait ajouter brumélien. Bonaparte et Brummel. Et que dans les leaders populistes qui surgissent, il y a des traits chez eux de ce dandysme, du leader qui attire derrière lui, au fond, avec ce trait, Mélenchon a ses traits de dandysme, si je puis dire, dont ses adversaires peuvent se moquer à l'occasion. Il y a quelque chose dans la politique et le rapport au leader, quelque chose qui effectivement efface le rapport au parti de masse et met l'accent sur certains traits ainsi transformés. En ce sens, oui, la politique contemporaine devient marquée par ces traits. Juste sur ce point, je ne vous suivrai peut-être pas dans cette idée que le snobisme est une massification de la sagesse. C'est, si je puis dire, le sage est défini comme unifié, satisfait, intégré en lui-même, tandis que le dandy porte à côté de lui son suicide. Il est accompagné par son suicide. Et ce qu'il a reconnu, c'est les Japonais en effet, c'est le suicide. L'éthique samouraï comporte le suicide comme forme démocratique. Et d'ailleurs, il dit ça 8 ans avant le suicide de Mishima. Mais je dirais que la question pour la Chine, certainement, c'est la conception sous le soleil, c'est très le confucianisme, le néo-confucianisme contemporain. Il me semble que si on pouvait chercher quelque chose sur la piste du dandysme à la chinoise, ce serait du côté du taoïsme. Ce serait plutôt sur ces formes, disons, les voies vers la mort à la chinoise. Au fond, même Mao, ce qui nous a été transmis par son médecin de la folie de Mao dans les derniers moments de sa vie, repassant par précisément, alors là pour le coup, pour les recettes taoïstes, reprenant les pilules d'immortalité, coucher avec des petites jeunes, etc., repassant exactement par la formule disons, de toujours dans le taoïsme de comment assurer son immortalité. Il y a il me semble que le suicide chinoise, c'est à la fois le rêve d'immortalité et la technologie taoïste modernisée qui définissent une voie chinoise vers une sorte de snobisme qui permet de supporter la consommation effrénée à la chinoise, etc., dont eux seuls ont le secret. Alors en ce sens, c'est pas l'opposition, disons, populiste, élite, masse. C'est plutôt une transformation de ça. On pourrait dire c'est la version technologique, de la fin de l'histoire. On pourrait dire. Alors, oui. En même temps, c'est dans cette perspective, il y a cet auteur qui a fait son best-seller, Harari, qui a fait son best-seller sur d'accord, la globalisation, la massification des données, donc engendre un nouveau Dieu, engendre une nouvelle religion. Alors, ça n'est plus une sagesse, mais c'est une religion tout intégrée dans l'algorithme. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que l'algorithme n'est pas orienté, vers une sorte de découverte de ce qui n'a pas été. Il est essentiellement nourri de ce qui a été. Mais alors justement, le devenir de l'histoire devient simplement ce devenir, comme aurait dit Deleuze, de devenir flux, le devenir algorithme. Toute chose flux doit rentrer dans l'algorithme, et qu'au fond, il n'y a rien d'autre que le devenir de l'algorithme lui-même. Alors, effectivement, cette vision, il faut bien dire loufoque, mais dans laquelle on peut penser, là pour le coup,
aussi, il faudrait lui poser la question, dans cette perspective, quel serait le snobisme de l'âge de l'algorithme, de l'intelligence artificielle? Comment pourrait-on précisément y transporter une forme de mort qui ne pourrait pas y rentrer? Mais, en effet... Ne pas avoir de compte Facebook. De page Facebook. Première précaution. Pour vivre, ne pas avoir de compte.